Oduševljena širinom duše pravoslavnog srpskog naroda i bogatstvom duhovne baštine i tradicije pravoslavnog hrišćanstva, francuskinja Anne-Marie Mouzon, rimokatolkinja, prešla je u pravoslavlje krštenjem u Sabornoj crkvi u Beogradu u subotu 7. maja 2022. godine. Po uzoru na uzvišeni biblijski lik ravnoapostolne Marije Magdaline, na krštenju je primila i prihvatila novo ime Magdalena. Ovu najveću svetu tajnu obavio je vikarni vladika hvostanski Justin Jeremić, episkop školovan u Srbiji, Rusiji, Grčkoj i Francuskoj. Kum na krštenju bio je ugledni humanista, danas visoki srpski državni službenik Arnaud Guyon, kršten u manastiru Visoki Dečani. Anne-Marie i ja se družimo od naše 12. godine. Upoznale smo se u Parizu, u školi, išle smo u isti razred koledža Pierre de Ronsard u aveniji Wagram, u neposrednoj blizini Trijumfalne kapije. Kada sam se sa roditeljima i bratom vratila u Beograd, počele smo da se dopisujemo. To je jedno čvrsto, ozbiljno, trajno prijateljstvo. Poznajemo se tako dobro da jedna drugoj čitamo misli i znamo jedno o drugoj gotovo sve. Iako je 6 meseci mlađa od mene, ponekad se ponaša kao da mi je majka ili starija sestra. Trudimo se da u svim važnim, kako bolnim, tako i radosnim trenucima u našim životima budemo zajedno. Anne-Marie rođena je 27. novembra 1960. godine u Parizu. Poreklom je iz otmene poznate porodice Mouzon, koja je pripadala francuskoj buržoaziji 19. veka. Naslednica je velikog bogatstva. Njen otac Bernard bio je finansijski direktor jedne velike distributerske kuće, veoma obrazovan i neobičan čovek. Preminuo je u svojoj 57. godini. Njena majka, Geneviève Porcher, domaćica, poreklom je iz skromne porodice iz Limoža. Anne-Marie ima sestru Nathalie, koja godinama sa porodicom živi u prelepom zamku u oblasti Limousin u centralnoj Francuskoj. Godine 1982. Anne-Marie je diplomirala na Univerzitetu Pierre i Maria Curie u Parizu na odseku za biohemiju i genetiku. Bila je komercijalni inženjer u firmi Hewlett-Packard u Parizu. Na usavršavanju na jednom od univerziteta u Bostonu stažirala je u svetskom medicinskom središtu Hewlett-Packarda. Po povratku u Pariz, u ovoj čuvenoj firmi 1989. proglašena je za najuspešnijeg i najprobojnijeg komercijalnog inženjera u Evropi. U studije i posao oduvek se bavila raznim sportovima, klizanjem, gimnastikom i savremenim plesom. Počela je da se bavi takmičarskom odbojkom u 18. godini da bi zaigrala u prvoj ligi u najvećem pariskom klubu Racing Club de France, a kasnije je postala jedan od članova uprave ovog kluba. Anne-Marie ima 3 odrasle dece, sina Valentina i ćerke Alice i Virginie. Živi u Parizu i Roajanu. Ovaj razgovor snimljen je par dana pre svete tajne krštenja. Nous sommes le mardi 3 mai 2022. Nous attendons un événement très important de la vie de Anne-Marie Mouzon. C'est quoi? Donc c'est tout d'abord le jubilé des 50 ans d'amitié avec mon amie Marina. Et ensuite, c'est mon baptême, samedi. Samedi, c'est 7 mai, à Saborna crkva, à Belgrade. Alors, nous faisons cette interview avant le baptême. Et je dois dire que, bon, tu dis avec Marina, en 1998, nous avons fait une interview pour la télé. Je travaillais à Becca Télévision et tu étais invitée. Tu étais étonnée parce que dès ton arrivée sur l'aéroport, je t'ai emmenée dans le studio. Je pensais que ça aurait été très intéressant qu'on présente une Française, une Parisienne, qui a commencé à aimer la Serbie, pour les raisons pourquoi et tout ça. Et cette interview est parue dans mon livre, Dok anđeli spavaju. On a beaucoup réfléchi, toi et moi, comment on va présenter notre histoire d'amitié, qui dure 50 ans.
On s'est connus en 1972, on avait 12 ans. Et c'est vrai, c'est jubilé Oui. de 50 ans. Te rends-tu compte qu'un demi-siècle a passé? Ben oui, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est formidable parce que quelle évolution dans une amitié qui a été tenue à distance au départ, avec juste des lettres, des écrits, et puis quelques coups de fil, et ensuite des visites, toi chez moi en France, et puis ensuite moi chez toi à Belgrade, où je suis restée 2 mois la première année. J'ai appris un petit peu à parler le serbe, et puis petit à petit, il s'est passé plein de choses. Nos vies ont été complètement intriquées. Je suis devenue Takuma. Et puis la vie a fait aussi que j'ai choisi de changer de religion et de devenir orthodoxe. Voilà. Oui, c'est une grande décision. Et comment il a été ce chemin vers cette décision? Alors c'est un chemin auquel tu es lié, bien évidemment, mais c'est aussi évidemment un chemin personnel de réflexion. Alors tu es liée, bon, je ne vais pas dire que tu es l'initiatrice, mais quand même en 2014 tu m'as offert un livre qui m'a vraiment parlé, qui est un livre de Tikhon qui parle des miracles de la vie de tous les jours. Je vais dire pour les Oui. Serbes, c'est Nesveti Asveti, c'est Archimandrit Tikhon, Shevkunov. C'est un livre qui a changé la vie de beaucoup de gens. Et je ne savais pas à l'époque que ça aurait cette impression, tu aurais cette impression de ce livre. Je l'ai acheté dans une librairie catholique. Mais quand j'ai demandé est-ce qu'ils avaient un livre pareil, ils ont dit non, on ne tient pas des livres orthodoxes. Et quand elle a vu, la dame, comme il était best-seller vraiment dans la vie des gens qui sont croyants, elle a commandé 100 exemplaires et j'ai acheté un pour ton anniversaire. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que je l'ai lu et ça m'a beaucoup amusée d'abord parce que c'est très drôle. Ce qui, d'un point de vue strictement religieux, j'ai jamais trouvé la religion drôle, mais là franchement c'était très drôle, c'était très humain, très parlant. Et surtout, tous ces petits miracles de la vie de tous les jours, ça fait sens pour moi parce que un Dieu sans miracle, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à adhérer à la religion catholique. J'ai été baptisée tout bébé, j'ai fait ma communion solennelle, mais je n'ai jamais adhéré, je n'ai jamais cru. Dieu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas. Comment tu fais quand tu es enfant pour croire quand tu n'as rien de tout ça? Et finalement, tous ces petits miracles, c'est des petites accroches dont j'avais besoin. Et je me suis dit, ça me parle. Ça me parle, ça me plaît. Et j'ai commencé à cheminer tout doucement. Et puis après, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que ça a été extrêmement difficile. J'avais un petit peu tout qui fichait le camp dans tous les sens. Et tu sais, quand tu es au fond du puits et que tu n'arrives pas à remonter, finalement, qu'est-ce qui te reste? C'est la foi. Et il se trouve que complètement par hasard, je me suis retrouvée à Lourdes 5 jours, alors que ce n'était pas prévu, pas préparé du tout, et le 15 août en plus, le jour de la Sainte Marie dans l'église catholique et en France. Donc le sanctuaire de Lourdes était complètement noir de monde et je me suis retrouvée dans une petite chambre de prêtre toute seule à attendre ma fille qui était en stage parce qu'elle allait pas bien. Et j'avais pas tellement envie d'aller voir le sanctuaire parce que ça me disait trop rien. Mais je me suis dit bon, faut quand même y aller, c'est Lourdes, je dois passer par là. Et une fois que je suis rentrée dans le sanctuaire, je n'ai pas pu le quitter. 5 jours non-stop. Et j'ai tout fait. J'ai parlé avec plein de gens. J'ai fait plein de prières, j'ai fait les bains dans l'eau de Lourdes, j'ai été à la grotte, j'ai vu le musée des miracles. À un moment donné, j'étais fatiguée, je me suis assise sur une chaise. C'était le confessionnal, je ne le savais pas, je me suis retrouvée à me faire confesser. Le prêtre qui m'a confessé m'a donné une Bible, il m'a conseillé, enfin c'était extraordinaire. Et je suis ressortie miraculée, avec non seulement la foi, mais le ressenti de la foi à l'intérieur. Et ça, c'est ce que je cherchais depuis toujours,
Je me dis, Dieu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le ressent pas. Eh bien si, je l'ai ressenti au fond de moi. Et voilà, donc après beaucoup de prières à la Vierge Marie, au Seigneur, j'ai ressenti ça. Je suis ressortie de Lourdes complètement transformée. J'avais plein de problèmes, mais mes problèmes, je ne dis pas qu'ils étaient résolus, mais je les percevais complètement différemment, ce qui est déjà un grand changement. Et puis après, j'ai travaillé cette fois. Je suis retournée vers l'Église catholique et vers la branche de l'Église du Renouveau, qui est une branche de l'Église catholique où il y a tous ces petits miracles, où on parle de guérison, de miracles de guérison, où on parle de clairvoyance, où on parle de parler en langue aussi. C'est assez étonnant, mais ça fonctionne. Et tu peux expliquer ce que c'est Lourdes et où ça se trouve exactement? Alors, oui. Lourdes, c'est dans le sud de la France. C'est un endroit dans les montagnes où une petite fille qui s'appelait Bernadette Soubirous a eu l'apparition de la Vierge dans une grotte. Et cette petite fille a popularisé à son insu ce lieu où il y avait de l'eau. Il y a de l'eau qui ruisselle de la grotte, il y a de l'eau dans des bains qui ont été installés. Et les gens ont l'usage, quand ils sont désespérés, malades, paralysés, aveugles, d'aller à Lourdes, de prendre des bains dans cette eau, de prier la Vierge. Et il y a des miracles. Mais il t'est arrivé de belles choses alors à Lourdes. Oui. Et par rapport à ce livre, est-ce que tu as découvert dans la religion orthodoxe, quel est le rapport? Le lien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai cherché donc, dans la religion catholique un petit peu le sens de cette foi. Et je ne l'ai pas trouvé autant qu'en cherchant dans la religion orthodoxe, puisque dans l'orthodoxie, les starets font un travail d'ascétisme, de réflexion, d'isolement, de jeûne, qui fait qu'ils rentrent en contact directement avec le Seigneur. Et que cet état leur permet d'avoir, un service ou une aide auprès des gens qui viennent les voir pour avoir des conseils pour mener leur vie. Et donc c'est le cas de Raspoutine en Russie et c'est le cas de tous les petits miracles qu'il y avait dans le livre que tu m'as offert. Et ça m'a... Donc je me suis dit, l'orthodoxie me parle davantage parce que tous ces petits miracles... Et qu'est-ce qui s'est passé après Lourdes? Alors après Lourdes, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai choisi d'aller me retirer dans la montagne chez une dame qui pratique des jeûnes avec des purges assez fortes et en isolement total pendant 5 jours dans la montagne. Donc l'isolement total, ça veut dire pas de téléphone, pas de livre, pas d'ordinateur, juste des crayons et du papier. Et quand on est 5 jours face à soi-même, c'est long, mais ça permet de réfléchir, de faire le point aussi sur qui on est, ce qu'on veut. Et c'était assez rigolo parce que en arrivant, elle m'avait demandé de poser une question très complexe à laquelle j'arrivais pas à répondre. Et en ressortant, j'avais la réponse. Et j'ai commencé à toucher, je pense, la foi. Ça m'a permis de mieux comprendre ma foi. En étant dans cet isolement, dans ce jeûne, j'ai voulu reproduire un petit peu ce que faisaient les starets, sans avoir la prétention, bien entendu, de faire quoi que ce soit comme eux, mais le jeûne fait partie de toutes les religions. Donc, je voulais comprendre, j'ai jamais vraiment jeûné. Et donc, pour moi, ça a été un moment formidable de l'esprit clair, l'esprit vif, le corps sain, les intestins, tout est propre. On sent qu'on est bien. On repart avec de l'énergie et cette espèce de clarté dans la tête. Et la fameuse réponse à la question, je l'avais. Alors que franchement, je voyais pas de réponse possible, je l'avais. Et ça, je trouve ça formidable. Et donc ça a participé au chemin pour aller me conduire vers une foi plus profonde. Et l'étape d'après, ça a été d'aller chez un prêtre orthodoxe de l'église de Roumanie en France.
Mais il y a aussi une église orthodoxe qui est près de la maison de ton cousin, c'est ça? Oui, oui, en France, on a à Lectoure, on a un monastère serbe, et il se trouve que ma famille a une grande propriété à Lectoure, à côté de ce monastère orthodoxe, et que c'est mon cousin qui est arrêté de cette propriété. Il fait chambre d'hôte, donc il accueille les gens, et beaucoup de gens vont d'ailleurs à ce monastère. Donc il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Mais tu as toujours été attirée par la Russie, par la Serbie. Tu as dit dans l'interview qu'on a fait en 1998 que tu avais l'impression que tu étais russe ou serbe dans ton ancienne vie. Est-ce que tu as le même sentiment aujourd'hui? Écoute, je disais ça en rigolant à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a 24 ans. Hein. Et là maintenant, d'abord j'avais appris le serbe très vite, très facilement, grâce à une excellente professeure qui se trouvait être toi. Donc c'était sympa tout plein et franchement, vous êtes un peuple accueillant, joyeux, vraiment comme... Et je me sentais vraiment très profondément attachée à toi, à ta famille, mais aussi aux Serbes en général. Et c'est vrai que après, j'ai vu des films russes, je me suis intéressée plus à la culture russe, et j'avoue que j'aime énormément aussi, beaucoup plus que les cultures latines, on va dire. Donc voilà, donc effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'interview qu'on a faite il y a 24 ans, on se vous voyait, je te disais vous, tu me disais vous, on était de bonnes actrices, mais moi je pensais que c'était plus professionnel, que quand tu parlais d'une amie serbe, en fait, que tu aimais et tout ça, c'était moi. Moi je faisais semblant de ne pas le savoir et tout ça, mais aujourd'hui, après 24 ans, je crois qu'on a mérité par notre vie de dire que c'est nous. Et pourquoi? Toi, tu m'as posé la question. Pourquoi on va faire cette émission? Et moi, je sais pourquoi. Parce que c'est une histoire d'amitié qui dure 50 ans. Et que nous, toutes les deux, on est élevés, on avait un chemin d'évolution différent de différents pays. La France et la Serbie, ancienne Yougoslavie. Et que nous avons été entourés de gens différents, que nous avons une peut-être culture différente, mais qu'on est restés très proches l'une de l'autre. Et c'est rare. Dans ce monde où le mal est omniprésent, où des choses horribles nous arrivent, ce sont des choses vraiment extraordinaires. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, même en étant de confessions différentes, de pays différents, de cultures différentes, on a eu un chemin de vie qui est parallèle. C'est-à-dire que tu as grandi sous le communisme, tu avais la carte du Parti communiste, comme c'était l'usage à l'époque. J'étais une bonne élève, mais voilà, je ne suis jamais allée au rendez-vous des communistes et tout ça. Oui, mais ça je n'avais rien à voir avec ça. Mais oui. Tu n'allais pas à l'église, c'était quelque chose que tu ne connaissais pas. Quand tu t'es mariée civilement, tu n'as pas pu te marier à l'église. Et donc tout ça, ça a changé. Tu t'es rapproché de l'église. Moi, de mon côté, je me suis rapprochée aussi de l'église par les difficultés que j'ai eues dans ma vie. Il y a le livre que tu m'as offert, il y a ce chemin que j'ai commencé à faire, et puis il y a aussi une question que tu as abordée un jour en me disant je voudrais me marier religieusement, et est-ce que tu pourrais être ma Kuma? Et moi, j'ai pensé que pour être Kuma avec toi, pour ton mariage, il fallait que je sois orthodoxe. Et ça m'a amenée à me poser plus sérieusement la question de ce changement de religion. Et donc j'ai un petit peu creusé tout ça. Et je dois dire qu'avec l'arrivée du Covid, ça a été quand même un grand chamboulement pour tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas d'accord avec le Vatican, la papauté, que la profondeur de la religion orthodoxe qui était plus stricte depuis des millénaires, que la liturgie me plaisait mieux, les obédiences aussi qu'il y a dans la religion catholique, qui sont des pardons contre argent, ça me plaît pas du tout.
Bon, des tas de petits détails qui font que finalement, et surtout tous ces petits miracles qui font partie du quotidien de la vie des orthodoxes, ça me parle. Et je t'ai annoncé. Donc, alors j'étais faire une retraite chez un prêtre orthodoxe en France, oui. en Dordogne, un prêtre de l'église roumaine qui est très connu en France et avec qui j'ai longuement discuté. Et au retour de ce recueillement, de cette retraite, j'ai décidé de changer. Et en juin 2020, pour ton anniversaire, pour tes 60 ans, je t'ai annoncé que je changeais de religion et que... Je dois dire que j'étais étonnée. Voilà. Et j'étais ravie, surprise, mais j'étais très, très heureuse. Parce que c'était aussi... la preuve qu'on menait un chemin les chemins qui allaient se rejoindre. Et je suis impatiente. J'attends ce jour. Mais comme cette émission va paraître quand tu seras parti, quand tu seras à Paris ou à Royan, je ne sais pas où, tu pars le 8 et le 7 c'est le baptême, nous aurons des séquences de ton baptême dans cette émission. J'espère que je pourrai parler un petit peu avec tes filles, avec Arnaud et Arnaud Gouillon. J'ai su aujourd'hui que Arnaud Gouillon est né le même jour que toi. Et tu étais étonnée quand je te l'ai dit, c'est le 27 novembre. Lui en 85, toi en 1960. Mais il va être ton koum au baptême. On l'a choisi parce que c'est symbolique. Et pourquoi c'est symbolique? C'est parce que c'est toi, la première, qui m'avait parlé de Arnaud quand il n'était pas encore connu en Serbie. Alors, dis-le. Eh bien, écoute, Arnaud, c'est quelqu'un que j'ai connu en France en me renseignant sur le Kosovo. Je me suis rendu compte qu'il y avait un Français de 19 ans qui avait créé une association qui s'appelait Solidarité Kosovo et qui venait en aide aux Serbes du Kosovo. Et j'ai commencé à suivre ce qu'il faisait, à adhérer à son association, à recevoir régulièrement les journaux de son association. J'ai fait des dons, évidemment, pour les aider. Et j'ai suivi les camions qu'il a amenés là-bas pour aider la population, ensuite les fermes qu'il a créées avec des chèvres pour faire du fromage de chèvre pour que les gens soient un peu autonomes, ensuite le monastère de Dečani qu'il a défendu en blindant les portes, en mettant des caméras, ensuite tous les enfants qu'il amène chaque été au bord de la mer parce que c'est des enfants qui vivent dans des conditions effroyables. Et je t'avais dit il y a fort longtemps, mais tu sais, il y a un Français qui fait des trucs formidables pour le Kosovo. En plus, tu es originaire du Kosovo, de Peć. Donc je t'avais dit, il faut que tu regardes ce qu'il fait, ce type. Et vraiment, il est bien, il parle bien, il a une belle énergie, on sent qu'il est centré. Et vraiment, c'était formidable ce qu'il faisait. Et puis, tu l'as rencontré il n'y a pas très longtemps. Non, on l'a rencontré ensemble il y a une dizaine ou quinzaine d'années. On a passé une journée ensemble. Ouais, puis après, j'ai fait une émission avec lui quand je travaillais à TV Hram. Et je suis sûre que c'est un ange. C'est pas un homme ordinaire. Il est exceptionnel. Et je suis très contente qu'il va être ton koum au baptême. Et vraiment, ça va être pour moi un événement, un des plus importants de ma vie, et j'espère de la tienne aussi. Écoute, je suis très fière et très heureuse qu'il ait accepté d'être mon koum parce que effectivement c'est symbolique. C'est un Français qui parraine une Française. C'est moi qui l'ai aidé quand il a démarré. Enfin, parmi tant d'autres, j'ai pas fait grand chose, mais disons que je l'ai vraiment aidé. Et puis tu l'as rencontré après et c'est vraiment un homme formidable. Donc je suis ravie. Je suis vraiment ravie. On a dîné ensemble l'autre soir. Oui, vous avez discuté. C'était vraiment très intéressant de vous voir tous les deux en train de parler. Moi, c'était une scène que j'oublierai jamais. Ouais. Reçu la marque du don de l'Esprit Saint. Amen. Reçois la marque du don de l'Esprit Saint. Vous tous qui avez baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Ikois eu Christa Christeste, u Christa se od Duh poste.
Čast je ogromna, imam osjećaj da sam nekako ispunio jedan svoj pravoslavni zadatak tako što sam postao pravoslavni kum jednoj pravoslavnoj sada Francuskinji. I kad me je Marina zvala prvi put, sjećam se, pre možda 6 godina da dođem baš ovdje u Sabornu crkvu, da upoznam i oca Peru i Anne-Marie, koja je Francuskinja, koja je njena najbolja drugarica. Ja sam otišao ne znajući šta me čeka. Nisam mogao da zamislim da ću 6 godina kasnije biti kum na njenom krštenju. I pošto ceo život pokušavam da spojim Srbiju i Francusku, zapravo ovim činom imam osjećaj da sam u duhovnom smislu spojio dve porodice, ali takođe i dva naroda. I to je ono što je meni bitno, jer pripadamo istoj civilizaciji, pripadamo hrišćanstvu, a to što sam kao Francuz odabrao pravoslavlje, to što je moja kumica izabrala takođe pravoslavlje, onda vidimo da ono što nas spaja, to su zajedničke vrednosti koje Srbi itekako čuvaju vekovima unazad. I drago mi je što ima sve više i više nas koji nismo Srbi po rođenju, koji prepoznaju tu veliku vrednost i sposobnost Srba da budu ono što jesu. Bon, comme on ne sait pas ce que vont dire tes filles de ton baptême, mais tu te souviens comment elles ont réagi? Qu'est-ce qu'elles ont dit quand tu leur as annoncé la nouvelle? Au départ, je leur ai dit en rigolant, parce que c'était vraiment pour rire, mais on se connaît, tu m'as fait faire tellement de choses complètement folles, que quand je leur ai dit que Douchane et toi, vous vouliez vous remarier à l'église et que tu m'avais fait croire qu'il fallait que je sois orthodoxe pour être ta koum, elles ont dit « Oh mais tu vas le faire, c'est super !» Et elles ont éclaté de rire parce que c'est drôle. Mais évidemment, c'était un sujet... Beaucoup plus profond que ça. Évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça. C'était un chemin qui était déjà enclenché. Et non, elles sont très contentes. Quand je leur ai dit que je faisais le changement, elles ont dit « Ah mais c'est formidable !» Et elles sont très contentes. Elles sont sur leur voie, chacune, différente, mais elles vont vers la spiritualité, elles sont très respectueuses et elles me comprennent complètement. Ce qui n'est pas forcément le cas de mon fils, qui lui n'est pas d'accord. Il me dit tes parents t'ont baptisé catholique, tu dois rester catholique, c'est comme ça. Il est très... un peu psychorigide, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, il n'est pas fâché ni rien du tout. Mais voilà, il m'a dit ce qu'il pensait et je respecte et il respecte mon choix. Et mon choix, c'est de changer. Et ton sentiment après le baptême? Mon sentiment, c'est comme une nouvelle porte qui s'ouvre pour un futur lumineux, un futur où elle pourra peut-être plus penser à elle et à son chemin de vie à elle, et à ses projets, et à son développement personnel et son bonheur. Et ça m'a beaucoup émue pendant le baptême, tout ce qui s'est passé. Et j'ai vu beaucoup de lumière, j'ai vu beaucoup d'amour, j'ai vu beaucoup de joie. Et je sais que symboliquement c'est important de faire des journées comme ça pour ouvrir des nouvelles horizons et dans la lumière, tous ensemble. Se convertir à la religion orthodoxe, c'est finalement quelque chose qui semblait très fluide et normal. Elle a toujours été très proche de la foi, elle a toujours beaucoup cru sans vraiment savoir sur quel chemin elle avait envie de croire et de quelle façon elle avait envie de croire. Et au final, à travers la religion orthodoxe, elle a trouvé
ce qu'elle avait toujours eu à l'intérieur, ce qu'elle avait toujours ressenti. Elle a pu mettre des mots dessus et réussir à comprendre ce qu'elle était réellement. Et je suis très heureuse qu'elle trouve son épanouissement dans ce baptême et qu'elle ait enfin rejoint la maison qui lui correspond et qu'elle aime. Voilà. Mais tu as été témoin à notre mariage. Et c'est normal que je souhaite que tu sois notre Kuma pour le mariage à l'église, parce que tu nous as apporté beaucoup de bonheur. En 82, avec Velisa Radovic, l'autre Kum, qui était architecte de Paris, que tu as connu et que tu as beaucoup aimé. Je peux juste faire une parenthèse, puisque Velisa Radovic est décédé, paix son âme. Il était architecte, tous les enfants l'adoraient, et ma fille est architecte parce que Velisa était architecte. Voilà. C'est un très bon ami de Miloš Obajić, le peintre que tu as connu à Paris, à Montmartre. On a été ensemble le voir plusieurs fois, et tu avais une liaison aussi assez proche, amicale avec lui. Ah oui, Miloš, il était super sympa. On y était allés quand on avait une vingtaine d'années dans son studio de peinture à Montmartre, et je me souviens que c'était très extravagant. Et il adorait Vetsa, et c'était toujours des histoires incroyables entre Miloš et Vetsa. Il avait fait des tableaux sur Vetsa complètement fous, et c'était toujours très drôle, bienveillant, plein d'amour, plein de sincérité, mais tellement drôle. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le peuple serbe, c'est ce côté un peu fou qui fait que les situations, elles sont jamais complètement dramatiques, elles sont aussi souvent très drôles. Voilà. Donc, tu as aussi connu Ljuba Popović, le grand peintre serbe, et tu étais très amie avec lui, mais ça n'a pas commencé comme il faut au début. Je sais ce que tu veux que je dise. Non, Ljuba, c'était un grand cinéphile, et la première fois où on s'est rencontrés, c'était au cinéma aux Champs-Élysées, avec toi et Dusan. Et vous étiez très à l'heure, au rendez-vous. On allait voir un film d'Almodovar, je ne sais plus lequel d'ailleurs, parce que je déteste Almodovar. Et j'étais arrivée en retard. Et il m'avait fâchée tellement fort. Et j'avais crié aussi fort que lui. Et on avait commencé par une dispute épouvantable sur le fait que j'étais pas à l'heure au film. Voilà. Et après, on est devenus super copains. Non seulement copains, mais tu as acheté ces tableaux. Oui, je suis une grande fan. Oui, j'adore. J'ai un très grand tableau de 3 mètres sur 2 dans mon séjour. Et puis j'ai plusieurs petits, dont un que Dusan et toi m'avez offert pour mon mariage avec mon défunt mari. Et puis j'allais le voir à son atelier. Il m'a raconté plein d'histoires. Il m'a raconté l'histoire du tableau du château de Gruyère, qui était incroyable, où c'était une commande qu'il avait à faire pour la ville de Gruyère, qui voulait un tableau de Ljuba sur le château de Gruyère pour mettre dans la mairie. Et il n'aimait pas avoir des commandes, ça lui cassait les pieds, ça le contraignait, ça mettait un cadre à son art, et il détestait ça. Donc il avait fait plusieurs fois le château, et puis il avait refait, et puis ça avait séché évidemment, la peinture, et puis il recommence une autre fois encore. Et il était énervé, il prend un chiffon et puis il efface ce qu'il avait fait. Et il me dit, et là, au milieu de la peinture qui était en train d'être mélangée, un magnifique château qui apparaît comme un fantôme dans la brume de la peinture. Et en fait, il a livré ça à la ville de Gruyère et c'était très beau. Et il était très content. Oui, voilà. Ce qui était intéressant, c'est qu'il aimait beaucoup qu'on lui pose des questions sur son œuvre, qu'on parle de son œuvre avec lui. Moi, j'étais pas comme ça et ça l'énervait. Mais toi, tu lui posais plein de questions et il t'aimait te montrer ses tableaux, il les faisait sortir, ce sont des tableaux énormes et chaque tableau avait son histoire et tu écoutais avec patience alors que moi je me promenais dans l'atelier et il n'aimait pas ça du tout. Mais il m'aimait bien quand même, alors que c'était des histoires très intéressantes vraiment. Ouais, je me souviens quand tu étais venue avec tes enfants, qui étaient avec ton fils Uroš qui était tout petit dans l'atelier et il supportait pas les enfants dans les ateliers parce que ça touche à tout, il avait ses peintures, il avait tout ça. Et il avait pris ton fils, il l'avait mis en haut d'un siège très très haut pour qu'il puisse pas bouger.
Et t'étais scandalisée. C'est une des photos que j'adore maintenant Oui. parce que c'est vraiment intéressant d'être sur une grande chaise, d'avoir 2 ans et demi et de ne pas avoir le droit de toucher le... Ah, il était terrible, il était terrible. Quand tu as parlé de ton fils Valentin, tu avais dit qu'une fois, enfin tu as parlé de son séjour, je ne sais pas combien ça a duré, mais à Ostrog, Ah oui, oui. et du père Arsenier, Oui. et que c'était une expérience très importante pour lui. Oui, oui. Ben, Valentin, il y a eu un moment où il se cherchait un petit peu. Et tu avais proposé qu'il aille en retraite au monastère d'Ostrog. Et ce qu'il a accepté, parce qu'il est très ouvert à tout. Donc c'est d'autant plus qu'il connaît la religion orthodoxe, puisqu'il est allé à ce monastère. Donc ça m'a un peu étonnée qu'il réagisse comme ça pour ma conversion. Mais donc il avait été accueilli par le père Arsenier, qui l'a épaulé pendant 1 mois à Ostrog. Et il faisait les liturgies, il plantait les patates, il mangeait avec les autres jeunes comme lui ou les prêtres qui étaient là. Et il a adoré. Il a adoré cet environnement. Et le père Arsenier est venu après chez nous à Paris passer quelques jours. Et c'est vraiment un très beau souvenir que Valentin a. Et en plus, le monastère d'Ostrog est magnifique. Et toute cette, ce recueillement, il en avait besoin à l'époque. Voilà, ça lui a permis de prendre du recul sur lui, sur ce qu'il avait envie de faire. Et c'était un très beau moment. Je pense à une chose. Tu es issu d'une famille bourgeoise, d'un père qui était un homme extraordinaire, vraiment. Je l'ai connu, il avait des idées du 23e siècle, je crois, parce que je me souviens d'une histoire où il parlait qu'il fallait peut-être changer le jour et la nuit, et que l'électricité on éteint et que la nuit on travaille, ou je sais pas, il y avait des idées très intéressantes. Et c'est un homme qui a gagné une fortune, et que toi, tu as une vie modeste, tout à fait simple et normale. Ben écoute, oui, moi ça me paraît normal. J'ai pas besoin de rouler en Ferrari, j'ai pas besoin d'avoir un yacht. J'ai la chance d'avoir la liberté financière pour m'acheter ce dont j'ai besoin. Mais je trouve que c'est... c'est pas possible de dépenser autant d'argent dans des choses complètement, qui moi me semblent inutiles, alors qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin. Donc je peux pas. Donc voilà, donc je vis simplement et ça me va très bien. Je me souviens, pour ton mariage, tu avais choisi une robe de prise unique ou de Monoprix. Non, pas de prise unique, mais c'était pas un truc extraordinaire. Mais moi, ça m'allait. J'étais jolie dedans, ça m'allait très bien. Mais c'est parce que tu es jolie, c'est pour ça. Voilà, mais t'es pas obsédée par des marques, par des... non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une vie pas vraiment que j'ai eu l'occasion de voir et qui me plaît beaucoup. Oui, et puis j'essaye d'aider les gens autour de moi, des associations. J'essaye Oui, j'ai pas mal aidé autour de moi. Je pense que c'est plus important. Et puis je vis... quand même, je vis bien, mais j'ai pas besoin de tout ce matériel. Et en fait, je pense que ça fait longtemps que je suis plutôt alignée vers des choses spirituelles, et le matériel, je m'en fiche complètement. C'est pas ça qui fait le bonheur, pas du tout. Enfin, il faut en avoir évidemment. Si on n'a pas de quoi manger ni se chauffer, c'est compliqué. Mais disons que quand on a surabondance, c'est pas bien non plus. Ça envahit trop. Tu as changé ta vie. J'ai l'impression que tout a changé, mais tu es restée belle. C'est-à-dire, tu étais brune, tu avais des cheveux longs, tu as des cheveux blonds et très courts. Il y a plein de changements, mais qu'est-ce qui t'a fait changer autant? Pour te faire plaisir, je vais te dire que c'est parce que je vais devenir orthodoxe, j'ai tout coupé pour être une nouvelle Anne-Marie. Et tu vas faire la croix différemment à partir du samedi? Oui, je vais faire la croix différemment. Et puis, je t'ai vu faire en catholique, là, tout à l'heure, il y a quelques jours. Non, oui. je fais... Maintenant, tu vas commencer comme ça, comme Arnaud. Oui, et puis mon baptême catholique, c'est Anne-Marie Madeleine. Et mon nom d'usage, c'est Anne-Marie.
Et à l'église orthodoxe, j'ai l'intention de dire Magdalena. Ah bon? Ouais. Tu Voilà. as déjà choisi, c'est sûr, ou bien on va peut-être être étonné Non, le tu samedi? ne me feras pas changer d'avis. Non, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est Voilà. un des mots. Il y a Magdalena et il y a Magdalena. Tu peux choisir. Magdalena. Magdalena, tu vas Voilà. être. Ouais, je trouve ça très Alors, joli. si on commence à t'appeler Magdalena, ça va te plaire? Ça va me En faire Serbie. bizarre, mais vu que ma fille veut changer de prénom et ne veut plus que je l'appelle de son prénom, qu'elle veut que je l'appelle Vi, je vais peut-être faire ça, effectivement, pour qu'ils se rendent compte de ce que ça fait. Non? Et tu connais l'histoire de Maria Magdalena? Un petit peu, oui. Oui, Ouais. mais elle est très intéressante. Ouais. Mais j'ai réalisé il y a peu de temps que en fait j'avais les 3 femmes qui étaient proches du Christ. J'ai Anne, j'ai Marie et j'ai Madeleine. Et durant ma vie, j'ai eu des trucs un peu étranges. J'ai eu beaucoup d'accidents, des trucs, 3 noyades, une électrocution. J'ai failli mourir 2 fois écrasée par un rocher, puis un panneau. Je suis tombée d'une falaise à ski, accrochée à un arbre. Enfin, il m'arrivait vraiment des trucs un peu compliqués. À chaque fois, je m'en suis sortie, mais par miracle. Et je pense que j'ai des anges gardiens très costauds là-haut. Et Anne, Marie et Magdalena, je pense, en font partie. Voilà. Comme nous sommes dans une période de vie dans le monde actuel assez spéciale, tu as eu 2 fois coronavirus. Au début, Oui. et tout au début, et c'était assez grave, mais tu es resté à la maison et tu l'as guéri. Et tu penses que c'est quelque chose de vraiment spécial, ça. Ce qui nous est arrivé, c'est que c'est un combat ou une guerre entre le mal et le bien. Oui, c'est ce qu'on vit. Enfin, je veux pas parler de politique parce que bon, c'est pas, je suis pas. C'est pas une émission. C'est où on pas une parle émission politique, mais disons que c'est sûr que ce qu'on vit actuellement, c'est quand même une période extrêmement compliquée. Il se trouve que j'ai la chance d'être biologiste moléculaire et généticienne très proche du professeur Luc Montagnier, donc je comprends très bien ce qu'est le coronavirus. Je comprends aussi très bien ce qu'est le vaccin. Et disons que j'ai pas du tout la même opinion que ce que les informations nous diffusent d'une façon générale. J'ai un esprit un peu critique sur tout ça. Et c'est un combat qui va bien au-delà du virus, du vaccin, de l'Occident, de l'Orient, des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, de tout ça. C'est bien au-delà de ça. Je pense vraiment que on est dans une sorte d'apocalypse. C'est vraiment le combat du bien contre le mal. On est à un tournant de l'humanité. Et tu as fait un triage parmi les quel amis, Disons les que- personnes qui t'entourent. Tu as dit que c'est un révélateur de photos. Ah c'est ça? oui, je t'ai raconté ça hier. Tu m'as raconté ça? Je me C'est souviens. assez étrange parce qu'en fait, on se rend compte qu'on fréquente des gens et qu'on ne les connaît pas. Et que cette histoire du coronavirus, selon ce que les gens en ont compris, c'est comme si on avait un négatif de photo et puis ce corona, ça révèle la photo. Et il y a le blanc et le noir. Et alors, ceux qui sont du côté blanc et il y a ceux qui sont du côté noir. Ça divise complètement la population et on n'a plus du tout la même vision du monde. C'est terrible parce que il faut arriver à garder le dialogue alors qu'on n'est plus sur la même planète. Et pour moi, ça a été très compliqué, très difficile. Et ça a fractionné un petit peu certaines amitiés qui n'étaient pas aussi solides. Avec un esprit ouvert. Oui, avec un esprit ouvert, parce que je me dis que quand même, l'amour doit être là. L'amour, la bienveillance, l'entraide doit être là. Mais c'est compliqué de proposer... Enfin, il faut être là quand on te le demande. Une aide non demandée n'est pas une aide. Donc, il faut attendre que les gens reviennent. Mais moi, on me prend... Enfin, j'ai des gens qui me prennent pour une folle. Dans ma famille, il y a des gens qui m'ont dit « Mais t'es complètement tarée. Hein. » Mais punaise, c'est mes études quand même, tout ça. Toute ma vie, j'ai été dans le domaine médical. Toute ma vie, j'ai été sur les microbes, les virus, l'immunité. Et le fait que t'es pas reconnu quoi dans ce que tu dis parce que la télé dit autre chose. Donc voilà, ça met un frein quand même à l'amitié et aux gens que tu as envie de voir parce que
Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une frange de personnes que je vois plus parce que on n'est plus sur la même planète, tout simplement. On peut dire aussi que tu es homéopathe, bien que tu n'es pas médecin, parce que tu as fait tous les séminaires possibles, je crois, et que tu as soigné tes enfants, je me souviens très bien, par homéopathie. Moi, je m'y connais un petit peu parce que ça m'a beaucoup intéressé. J'ai même connu Eric Seller, un des meilleurs homéopathes, on l'a connu ensemble. On a été une fois, on a passé une soirée chez toi avec lui, et on s'est rencontrés dans Paris par hasard, il n'y a pas de hasard, dans le même quartier, à 1 heure. C'était incroyable. Alors l'homéopathie dans ta vie, ça dit quoi? Alors l'homéopathie, c'est très important parce qu'en fait, comme tu le sais, je suis scientifique de formation, donc très cartésienne, très 1 + 1 = 2. Et en fait, quand je suis tombée sur un médecin homéopathe qui a commencé à soigner mes enfants de cette façon-là, je me suis rendu compte que ça marchait extraordinairement bien, alors qu'il n'y avait plus rien du tout. Il n'y a plus rien, quantitativement parlant, il n'y a plus rien du tout dans les granules. Et comment ça, il n'y a plus rien? Parce que tu sais, c'est des dilutions extrêmement importantes du ça, je connais, mais l'auditorium, peut-être, il y en a qui ne connaissent pas. Okay. Donc, tu as un produit de base qui est pris et qui est dilué de nombreuses fois, qui est dynamisé en étant secoué. Et ça agit. Et ça agit tellement bien que parfois, il y avait des effets coup de baguette magique. Moi, j'appelle ça comme ça, parce que quand tu as une angine grave et que tu donnes les granules et qu'un quart d'heure après, il n'y a plus rien, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai eu une exostose, c'est-à-dire un bout d'os là, qui sortait, qui m'empêchait de jouer au tennis. Je prends les granules en 1 heure, il n'y a plus rien, un bout d'os. Je ne pensais pas que c'était possible que ça disparaisse aussi vite. Donc, j'ai voulu comprendre comment ça marchait et j'ai commencé les études des médecins, enfin le parcours d'enseignement médical pour les médecins. Je l'ai suivi, ça m'a beaucoup plu. Le directeur d'études était un des meilleurs en France et c'est quelqu'un de très connu dans le monde de l'homéopathie. Et parce que c'était à côté de chez moi, j'ai redoublé chaque année pour le plaisir d'aller apprendre. Et c'est comme ça aussi que j'ai été très proche des travaux du professeur Luc Montagnier, parce que mon professeur travaillait avec lui sur toutes les dernières découvertes qu'il a fait sur l'énergie vibratoire, tout ce que... En fait, c'est l'empreinte vibratoire de la substance dans l'eau. Donc, on est dans une autre dimension énergétique. On n'est plus du tout dans du quantitatif. Et voilà. Et ça, ça te sépare du scientifique. Parce que c'est prouvé scientifiquement, c'est une phrase que je déteste. Alors que tu es formée scientifique. Je suis formée à ça. Mais quand tu es scientifique, tu observes d'abord. Et même si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu observes que ça fonctionne. C'est le premier principe. Après, un jour, peut-être, tu peux expliquer. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas compris comment ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est ce que vont te dire tous les médecins. Ah, ce n'est pas prouvé scientifiquement, donc c'est que c'est du vent, c'est que ça marche pas. Pour Luc Montagnier, qui était prix Nobel, on disait des choses incroyables. À la fin de sa vie, mais ça a été horrible ce qu'on a dit sur lui. Il a été traîné dans la boue, on a dit que c'était un vieux médecin sénile qui avait perdu tout entendement. C'est le seul prix Nobel de médecine en France. On n'en a pas 2, on n'en a qu'un seul. Il est virologue, il a découvert le virus du sida, il a osé donner un avis sur le Covid qui n'allait pas dans le sens mainstream des informations. Il a été complètement vilipendé. Tu as eu peur quand tu as eu non, le virus? Non, non. C'est très important. Non. De ne pas avoir peur. J'ai pas eu peur. En plus, il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de traitement. Et quand j'étais voir le médecin, il n'y avait pas la description des symptômes. Donc, je lui ai dit, mais vous êtes sûr que c'est pas le Covid? Oh non, non, c'est pas ça. 4 jours après, il y avait la description à la télévision, je cochais toutes les cases. Je me suis soignée toute seule et puis voilà, j'ai des outils quand même en médecine alternative et c'est là où on voit quand même qu'il faut que les gens se réapproprient la façon de se soigner parce que les laboratoires pharmaceutiques, les gouvernements et notamment le gouvernement français nous ont complètement dépossédés de notre santé et nous disent tu as ça, tu dois prendre ça. Non.
J'ai ça, mais j'ai peut-être pas envie. Et je peux peut-être faire autrement. Et voilà. Je connais pas le russe, mais j'ai eu un message il y a quelques jours, c'est très connu. Les Russes, je crois qu'ils disent ni duše, les Serbes disent nema žive duše, et en anglais on dit nobody. Il y a une grande différence. Dans notre langue, on parle de l'âme pour dire qu'il y a personne, et aussi dans le français. En français. Oui. Tu m'as posé la question tout à l'heure, effectivement, quand il n'y a personne quelque part, en français, on va dire il n'y a pas âme qui vive. Et donc en russe, tu m'as dit c'est nedouché, ou voilà, en serbe. Et en anglais, there is nobody, il n'y a pas de corps. Pour eux, c'est le corps qui est important, pour nous, c'est l'âme qui est importante. Et le corps et l'âme, comment dire, bon, le corps est malade, ok, mais l'âme peut être malade aussi et rendre le corps malade. Les deux vont ensemble et effectivement, la dimension de l'âme de quelqu'un de vivant, mais aussi de quelqu'un mort, quand on dit il n'y a pas âme qui vit, ça veut dire aussi il n'y a peut-être pas de fantôme qui est là, en plus de gens vivants. Donc je trouve que ça va plus loin, c'est plus complet et ça donne une dimension plus forte à l'esprit. Tu m'avais dit avant-hier que tu étais très proche de la mort et que tu avais complètement changé le point de vue sur la vie, sur le monde, sur tout. Qu'est-ce que c'est ce changement? Qu'est-ce que tu penses maintenant? Alors, ça c'est la spiritualité qui te fait changer cette approche. Tu parais très gai. Oui, je vis des choses quand même pas très cool, mais ça va, je suis gaie. Parce que, comment te dire, déjà la mort c'est le passage vers autre chose. Donc déjà, quand tu as conscience qu'on est entouré d'invisibles, qu'on ne voit peut-être pas, que les animaux peuvent voir, que certains humains voient, il faut être très respectueux de ça et se dire finalement il y a peut-être des gens qui sont à côté de toi, des âmes qui sont autour de moi, des anges. Il y a 2 anges derrière toi. Oui, c'est vrai, j'ai vu, j'ai des petites ailes. Oui. Et ce monde de l'invisible, eh bien c'est le monde de la foi aussi. Et on vit dans une société où justement le tout scientifique, le déterminisme absolu de notre société fait qu'il n'y a plus de spiritualité. On casse la spiritualité, on casse la religion, on casse les valeurs. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que justement tous les gens ont peur de la mort maintenant. Mourir c'est terrible, c'est affreux, voilà, il n'y a plus rien après. Alors que quand tu as la foi, quand tu as la spiritualité, quand tu accèdes au monde de l'au-delà, mais c'est magnifique. Alors, on n'en a pas parlé de ça, mais mon fils, Valentin, a fait une NDE, c'est-à-dire une expérience de mort imminente, où il a eu un arrêt cardiaque, il est monté au ciel et il est redescendu. Quand il m'a expliqué ça, j'ai été un peu bouleversée. Et il m'a dit, mais maman, là-haut, c'est tellement merveilleux, c'est un amour tellement énorme, on est tellement bien qu'on n'a pas envie de revenir. Donc quand ton fils te dit ça en tant que maman, c'est extrêmement difficile parce que toi, ton amour, il est infini. Eh ben non, pas du tout. Il est tout petit à côté de ce qui se passe là-haut. Et ça a été un des facteurs, tout doucement, il m'a mis, lui, sur le chemin de la compréhension de toutes ces choses-là. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur de la mort et je me dis, voilà, autour de moi il y a des gens qui vont pas bien, mais je les accompagne, je fais de mon mieux pour leur proposer des traitements alternatifs qui sont non invasifs, qui adoucissent leurs maux et on essaye de faire ça dans la joie et dans la tranquillité parce que ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter en fait, c'est tout. Voilà. Tu es devenue très sage avec l'âge. Tu crois? Oui, je crois. Et tu penses comment il va être ce monde nouveau? Souvent, tu parles de ce monde qui va être tout à fait différent du monde je suis convaincue, dans lequel on vit. Ouais, je suis convaincue qu'on est à un tournant de l'humanité où on vit un truc qui est écrit dans la Bible, c'est sûr. Et toutes ces horreurs de guerre, d'enfants qui sont
tués, de gens qui n'ont pas assez à manger, de maladies qui nous tombent dessus bizarrement, de tout ça. Je pense que ça va s'arrêter et on va vers un monde d'entraide, de bienveillance, d'amour. Parce qu'au fond, tout est amour. Si tu fais les choses avec amour, tout s'arrange. Tout s'arrange. Même quelqu'un, alors Jésus disait, alors ça c'est la religion catholique, je ne connais pas encore suffisamment bien la religion orthodoxe, mais on l'a frappé sur une joue, il a tendu l'autre joue. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Bon, et ben c'est ça, il faut que tu sois capable d'aimer quelqu'un qui te fait des choses pas gentilles, parce qu'au fond le malheureux c'est lui. Et il faut, voilà, et je crois qu'on va quand même, il va se passer des choses peut-être au départ un peu difficiles, mais c'est pour quelque chose de meilleur. Et le meilleur, c'est ça, c'est spirituel, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'entraide, c'est... je sais qu'en France, il y a des réseaux de gens, d'humains qui se mettent en connexion pour partager des choses, pour partager leurs biens, pour partager leur expérience, partager leur savoir. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça l'humain, c'est le partage. Actuellement, on vit dans une société où chacun fait sa vie dans son coin. Même en France, moi je suis choquée de voir les architectures de maisons parce que les murs entre les maisons sont de plus en plus hauts. Chacun est chez soi dans son jardin, il ne faut surtout pas regarder le voisin qui est dans son jardin aussi. Dans le temps, il n'y avait même pas de clôture, c'était ouvert parce que les gens vivaient en communauté et vivaient avec de l'humanité et de l'entraide. Aujourd'hui, on est au bout d'un système et ça ne peut que casser, à mon avis. Voilà. Et tu as vécu pendant la plupart de ta vie à Paris, mais à un moment donné, tu avais choisi Royan, au bord de la mer. Et quelle est la différence entre la vie dans Paris, qui est la métropole, et une vie de province, une ville de province? Écoute, c'est différent. La vie de Paris, c'est l'art, c'est la culture, c'est les sorties, les expositions, la possibilité de tout faire. Tu veux jouer au bridge à un bas niveau, tu as un club. Tu veux faire de la compétition de haut niveau, tu as un club. Le sport, c'est pareil. Les musées, il y a tout. Les gens, tu as toutes les gammes sociales, intellectuelles. Et je trouve que Paris est une ville... On dit les Parisiens ne sont pas accueillants. C'est pas vrai. Les Parisiens, ils vont jamais... Enfin, c'est pas parce que tu es de Paris que tu vas critiquer quelqu'un qui ne l'est pas. Au contraire, c'est cosmopolite, c'est international, il n'y a pas de jugement, toutes les rencontres sont possibles, tandis qu'en province, t'es parisien, t'es mal vu, t'es bordelais, t'es mal vu, t'es étranger, c'est bizarre. Donc ça, il y a ce côté très fermé en province auquel j'ai eu du mal à m'habituer, vraiment. Maintenant, ce qui est indéniable, c'est qu'au bord de la mer, à Royan, là où j'habite, c'est tellement beau. Il y a une qualité de vie qui est tellement... On respire un air sain, la mer est belle, on a des forêts magnifiques, on a des animaux, on a eu un cheval, un chien, des chats, enfin voilà, la vie est différente. Et j'avoue que pendant le Covid, c'était quand même vachement plus sympa d'être à Royan qu'être à Paris, parce que les familles qui ont été confinées dans 60 mètres carrés, un couple avec 3 enfants dans 60 mètres carrés, mais c'était épouvantable. Et après le Covid, beaucoup de jeunes familles ont souhaité déménager vers la province pour profiter d'une vie au grand air. Je crois que ça se fait partout. Oui, en certainement. Russie, j'ai eu des invités, chez nous aussi. Certainement. On a découvert la vie simple Voilà. grâce à ce virus, je crois. Et c'est peut-être ça qui va gagner après, que Oui. ce bien va être omniprésent au lieu du mal. Disons que le fait de vivre à la campagne et je te dis, ces réseaux de bienveillance là qui sont en train de se développer, c'est aussi pour développer des réseaux d'autonomie locale, des réseaux de consommation locale, d'arrêter d'aller chercher des kiwis en Nouvelle-Zélande alors qu'à Royan, il y a des kiwis qui poussent. Le kiwi, je ne sais pas comment ça se dit en serbe. Kiwi, kiwi, d'accord. Oui.
Le lait, c'est pareil. Ces producteurs de lait, faut manger et consommer local. Et les gens sont en train de prendre conscience de ça quand même, avoir des circuits courts, avoir l'énergie à soi-même. L'énergie à soi-même, une économie aussi de recyclage des déchets, voire d'utiliser les déchets comme matière première pour produire des choses. Je suis ici à Belgrade pour faire un stage sur les champignons auprès de... J'avais pas le temps de me plonger dans ce sujet, mais quand je dis ouais Anne-Marie, je dis elle est aux champignons. Elle est aux champignons. Eh bien non, en Serbie, vous avez une dame qui s'appelle Ivanka Milenković, qui est une des grandes spécialistes de la culture de champignons sur substrat recyclé. Ça peut être du café, ça peut être de la paille, ça peut être du broyat de branches. Et c'est complètement écologique, mais ça rentre surtout dans l'esprit d'une économie circulaire, qui veut dire une économie où il n'y a pas de déchets. Le déchet n'existe pas. Le déchet dans la nature, il n'y en a pas. Tout est recyclé. Et un des gros problèmes de nos sociétés de consommation, c'est ça. C'est qu'on est envahi de plastique, on est envahi de déchets. Et Ivanka donc, a développé cette technique avec Günter Pauli, qui est un économiste de l'économie circulaire et qui est une personne extraordinaire et que je suis beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que je suis venue à Belgrade pour ces deux raisons. Mon baptême. Je ris parce que, oui, ton baptême. Mon baptême est ça, voilà. Parce que c'est toi qui m'as découvert des Serbes que je ne connaissais pas. Par exemple, tu m'as découvert Mirko Beljanski, qui était il était biochimiste moléculaire. Et qu'il allait peut-être, c'était les deux qui étaient élus pour prix Nobel, et c'est un autre qui a gagné. C'est pas tout à fait ça. Lui, non ? C'est Jacques Monod, qui était directeur de l'Institut Pasteur, qui a eu un prix Nobel pour la découverte de la double hélice d'ADN. Et dans son sujet du prix Nobel, il avait dit qu'il existait une enzyme, la transcriptase, qui ne traduisait l'ADN que dans un sens. Donc l'autre sens n'était pas possible. Et Mirko Beljanski, qui était brillantissime, lui avait découvert l'enzyme qui permettait la transcriptase inverse, dans l'autre sens, c'est-à-dire partir de l'ARN et retranscrire en ADN. Et ça veut dire que ça permet de réparer la molécule d'ADN. Ça veut dire que c'est un principe qui peut réparer le cancer. Donc forcément, déjà c'est un sujet extrêmement touchy vis-à-vis des laboratoires, mais surtout ça n'allait pas du tout dans le sens de son patron qui venait d'avoir le prix Nobel en disant exactement l'inverse. Donc il a été massacré, sabré. Et il était médecin de l'ancien président Mitterrand. Alors, il n'était pas médecin, il était biologiste moléculaire, oui, mais il a soigné. Il a soigné François Mitterrand qui avait un cancer grave de la prostate, et c'est le médecin qui a préserver Mitterrand le plus longtemps possible. Et il a été protégé tant qu'il était le médecin de Mitterrand. Quand Mitterrand est mort, il n'a plus été protégé et là, c'est devenu très compliqué pour lui. Voilà. Oui, il a eu une leucémie galopante, on dit, ou comment ? Ouais, je préfère pas trop m'attarder sur ce sujet parce que c'est... Voilà. D'accord, mais il est né à Furia, c'est en Serbie, et moi j'ai lu après sa biographie qui est incroyable. Et il a sa femme qui est en vie, et une fille qui s'appelle Sylvie Beljanski, que j'ai eu la chance de connaître à Belgrade. C'est une femme extraordinaire, et c'est elle qui s'occupe de ses produits. Oui. Et ces produits sont fantastiques parce que moi, ma mère, elle les a pris, et en plus il y a un livre qui a été traduit sur Mirko Beljanski et les patients qui témoignent les guérisons. Alors c'est fabuleux, et c'est toi qui m'as découvert tout ça. C'est grâce à toi que j'ai découvert le médecin Dunic, Mohamed Dunic, et plein d'histoires encore. Alors c'est pour ça que je rigole, parce que des fois... Et Arnaud Gouillon en plus. Alors ça me vient de Paris, toutes ces connaissances. Et Günter Pauli, c'est vraiment quelqu'un à suivre parce que il est brillantissime et c'est une très très belle personne avec un cœur grand comme ça. Et il participe activement à la construction du nouveau monde. Et c'est pour ça que ma fille vit et dans le sillage de Günter Pauli. Donc voilà. Et est-ce que tu te vois un jour en Serbie
sur un grand terrain de, par exemple, cultivation de champignons, je ne sais pas quoi. Parce que moi, ça me plairait beaucoup de te voir. Écoute, oui, je sais que tu as en Serbie, surtout près de chez moi. Je sais que tu as beaucoup d'ambition pour moi et mes enfants, pour la Serbie. Écoute, Marina, j'ai ma famille en France, ma mère qui est âgée. 92. 92, oui. Donc, c'est une dame extraordinaire. Je m'occupe d'elle. Je vis avec un homme aussi qui ne va pas très bien, donc il faut que je m'occupe de lui. Donc, pour le moment, c'est pas d'actualité, mais c'est vrai que je m'interroge quand même sur l'Europe. Quand je vois ce que devient l'Europe, franchement, je me pose des questions et je me dis, la Serbie, c'est une petite Russie, c'est un pays que j'aime. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu m'as déjà guidée vers quelque chose de différent, une religion différente. Hein. Je suis hyper heureuse de faire cette transition. Mais je sais pas, on a peut-être encore 50 ans d'amitié à vivre. Hein. Mais attends, on est le 3, alors encore 4 jours. Et quand cette émission sera imitée, on aura des scènes du baptême. Et c'est tout le temps, pendant qu'on parle, moi j'ai ça dans la tête. Amen. Želeo bih da se zahvalim i onima koji su doveli Anne-Marie do ovoga trenutka. I ja vama želim još jednom, draga Magdalena, da nađete ono što ste tražili i vi ste sada na početku, tako da kažem, pravoslavnog života. A to je pre svega ličnost ovog čoveka Hrista. Što znači da kada kažemo da verujemo u Hrista, Boga čoveka, mi verujemo i u Boga i u čoveka. Ma koliko čovek bio slab, ma koliko nas često realnost razočara, mi verujemo da kao što je Bog video nešto dobro u ovome svetu, pa je poslao Sina svoga jednorodnog da postrada, tako i mi kroz veru, kroz strpljenje, kroz molitvu, kroz ljubav, kroz dobro svedočanstvo, nous aussi, grâce à la foi, à la patience, à l'endurance, i dobro, treba da budemo dobri svedoci. nous devons être des témoins Te radosti i te ljubavi koju Bog prema svima pokazuje. de cette joie que Dieu nous montre à tous. Živjeli na mnogim blagoslovenim godinama. Mnoga je ljeta. Tu as fait une prière avant l'émission, tu le fais souvent. Oui, bien sûr. Ouais. Ça t'apporte quoi? Ça me permet de me centrer, ça me permet de me connecter avec le divin, ça me permet d'appeler aussi. Et ça permet de me sentir bien et d'être en phase avec qui je suis, avec mon âme. Je vais te dire quelque chose qui va te faire rire, parce que tu le sais. Mais Dušan et moi, on a un point commun. Quand on veut se garer, moi j'appelle mes petits anges gardiens. Je demande, à Paris, c'est tellement difficile de se garer. Ah oui. J'appelle mes anges gardiens, je fais cette demande. Et j'ai toujours une place là où je veux, juste devant l'endroit où je vais. Et quand je suis avec Dušan à Paris, ce qui lui arrive de venir de temps en temps,
et qu'on est tous les deux, mais alors c'est pas une place qu'on a, c'est Toujours trois. Deux, trois. Parce qu'il est pareil, il pense tellement positif, il appelle tellement le bonheur, la joie, les choses positives, ce qui est une forme de prière en fait, que ça vient naturellement et c'est drôle. On fait des compétitions de places de parking avec Dushan. Quand tu as parlé de Dushan, alors je ne le voulais pas, mais maintenant je crois que c'est quand même le moment. Tu dis comment tu as entendu parler de lui. Alors, il faut que je dise une chose, c'est que ma copine Marina, elle me fait toujours des blagues. C'est pour ça que j'adore. Et une des premières blagues qu'elle m'a fait, c'est en 79, c'est ça? Ou 80. 80. Je descendais de l'avion et Marina m'attend, donc tu m'attends à l'aéroport avec tes parents et vous me dites vite, vite, dépêchons-nous, il faut qu'on aille au stade. Alors je suis là avec ma valise, je viens de faire le voyage, ah bon, on va au stade, qu'est-ce qu'on va faire au stade? Vite, vite, dépêche-toi, je t'expliquerai là-bas. Et donc on arrive au stade, on est en truc VIP, donc moi je savais même pas ce que c'était, j'avais jamais vu un match de foot de ma vie, puisque je découvre qu'on est dans un match de foot, que le stade est énorme, qu'il y a du monde partout. Donc je suis là, je dis mais on fait quoi? Et tu me dis, eh ben écoute, on vient voir mon copain jouer au foot. Je dis mais ton copain c'est qui? Et là, Dushan marque un but et il y a toute la tribune qui se met à hurler Dule Savic. Et tu me dis, bah c'est lui, c'est Dule Savic. Et moi, je me souviens aussi de Paprika. Tu as beaucoup aimé les Paprika et Ayvar. Oui. Et tu as une idée qui était vraiment incroyable, c'est d'acheter, je crois, je ne sais pas, 30 kilos de paprika. Ah oui. Tu les as mis dans un, comment valise. Ça s'appelle, valise? Non, mais oui. On les voyait sur l'aéroport. Et tu es allé dans l'avion avec les paprikas, oui. Parce que tu voulais faire Ayvar toute seule à Paris, dans un des meilleurs, des plus beaux appartements que j'ai jamais vu à Paris. Surtout, c'est l'appartement de ta mère où tu as grandi et tu as fait des paprikas. Il y en avait partout. Oui. Le Ayvar, il y en avait sur tous les murs, tout était rouge. Ta mère n'était pas contente, mais tu aimes Ayvar. J'adore Ayvar. Et Kaimak. Et Proya, tu as mangé l'autre jour. Et Cevapici. Proya, Cevapici. Pita. Toutes les pitas, j'aime bien. Pita aussi, tu aimes bien. Ouais. Et tu as aussi appris pas mal dans le temps le serbe. Tu dis que tu vas l'apprendre mieux. Tu vas parler comme Arnaud un jour, comme ton koum. Ah bah, Arnaud, il parle tellement bien, il écrit cyrillique, il est extraordinaire, hein, franchement, chapeau. Je sais pas, 61 ans, le Covid qui a tapé dans la tête 2 fois, je suis pas certaine d'avoir les capacités. Mais bon, c'est une langue que j'aime, je comprends un peu quand même. Donc, Mais les blagues que je t'ai faites, il y a une, là, regarde. C'est dans le livre, parce qu'il y a l'interview que j'ai faite avec toi dans le livre de Cangelis Parejo. Et ça, c'était une invitation pour ton 50e anniversaire. Tu me l'as envoyé et le livre est paru avant ton anniversaire. Et là, il y a l'adresse où il faut qu'on vienne. Avec le numéro de téléphone. Avec le numéro de téléphone. Donc ça veut dire que tout Belgrade pouvait venir à mon anniversaire en me téléphonant. Mais moi, j'étais présente. Oui. Et il y avait nos 3 amis de la classe du 5e. C'était Marianne Zerafa, Sophie Doudouagnon à l'époque. Toi et moi, c'était vraiment intéressant de nous voir ensemble pour tes 50 ans et c'était fabuleux. Il y a les photos des différents moments qu'on a passés, toi, Sophie, Marianne, et c'est vrai que très peu de gens ont des histoires pareilles et il faut en parler parce que je crois que c'est un message, un bon message pour les jeunes, de garder leur amitié et d'être en contact. Et d'accepter toutes les folies que te fait faire tes amis aussi, parce que dans les folies que tu m'as fait faire, par exemple un jour aussi j'arrive à l'avion, la sortie d'avion, tu m'avais demandé de prendre une robe ou je ne sais plus, une tenue dont je savais pas pourquoi, je pensais peut-être qu'il y avait une réception ou quelque chose. Et à la sortie d'avion, tu m'as amené dans les studios de la télévision pour faire une interview, j'étais même pas au courant. Pendant l'interview, tu m'as demandé de dire quelque chose en serbe, j'avais rien préparé du tout.
Et une autre fois, qu'est-ce que tu m'as Les dit? meilleures photos qu'on a Et les meilleures en noir et photos. blanc. En Parce noir que et blanc. toi qui n'aimes pas la télévision, qui n'aimes pas les médias, qui n'aimes pas tellement être photographié, tu l'as toujours, le voisin qui est photographe professionnel, Gilles, Oui. c'est ça. Et tu m'avais dit qu'il était professionnel. Alors moi, j'avais les yeux ouverts, j'étais ravie de le savoir. Je me suis dit, mais pour une fois qu'on a un professionnel juste en face, qu'il nous fasse des photos. Et on a des photos vraiment superbes, alors que toi, tu étais occupée par les 3 enfants tout petits. pas Tu contente. étais énervée, tu t'es même fait disputer avec moi. Oui. Tu as oublié peut-être, mais Pas tu du n'étais tout. pas gentille du tout. Pas du tout. n'as Parce pas qu'on se oublié? dispute. Hein, Ah oui, souvent. On se dispute souvent. Mais à la fin, Ça va. Parce Ça que va. l'amour est là. et les photos, elles te plaisent, tu les as partout. Ah, je suis tellement contente. Oui, c'est super. Mais ça, c'était quand j'étais catholique avec Brune aux cheveux longs. Oui, tu l'es encore. J'ai encore 4 jours. Oui. Mais qu'est-ce qui va changer encore? Est-ce que tu vas être intéressé de lire d'autres livres? Par exemple, j'ai oublié tout à l'heure à dire, le 3 mai, c'est l'anniversaire du rapatriement des reliques de l'évêque, Saint-évêque Nicolai. On t'en a parlé il y a 2 jours. Qui il était, c'est un personnage incroyable. Moi, j'ai hâte de t'emmener à monastère Celie, qui est près de Valjevo, où vivait Ljuba Popović pendant très longtemps. Et j'ai vraiment envie de te montrer plein de choses, à toi et à tes enfants. En ce moment, on n'a que 2 jours. C'est le 5 et le 6, parce qu'ils arrivent le 4. Ta fille, ton futur beau-frère. Non, c'est pas beau-frère, c'est gendre. beau-fils, Oui, gendre. Et ta belle-fille future. Et on va les emmener, je ne sais pas où, mais j'aimerais tellement leur montrer les monastères. Et c'est intéressant que c'est le jour de Saint-Nicolas. Oui. C'est quelqu'un que tu dois découvrir, et plusieurs autres aussi. Tu m'as parlé d'un autre saint aussi qui était très près, à 3 kilomètres. Ah, Justin Popović. Voilà, tu m'as... Justin Popović. Oui. Et je vais t'offrir des livres. J'espère qu'il y en aura en français. S'ils n'existent pas en français, on va demander quelqu'un qu'on n'a pas mentionné, qui est très important aussi dans ta vie intellectuelle. Oui. C'est Slobodan Despot. Oui. Pourquoi? Slobodan, On va lui demander de les traduire, parce que c'est le meilleur traduceur Slobodan, de français en serbe. Ok, ce Slobodan Despot, c'est vraiment une référence. Il est rédacteur d'un journal que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Antipresse, que je suis très régulièrement, évidemment. Il se trouve que pendant toute cette période, Slobodan m'a permis de comprendre beaucoup de choses, m'a permis d'intégrer la notion des pays de l'Est avec la France, la Suisse. Il a donné beaucoup de conférences, beaucoup de points de vue différents. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver mes mots là. Je suis peut-être la fatigue. Et puis Slobodan, je l'ai vu aussi à une émission avec Thierry Casasnovas, qui est un Français que j'aime beaucoup, qui prône une médecine très naturelle et d'alimentation, et qui prône le jeûne. Et Slobodan a fait toute une émission extrêmement passionnante sur le jeûne. Et je sais que Slobodan est également très spirituel, très respectueux de tout ça. Et j'aimerais beaucoup le connaître. Franchement, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et si tu peux lui demander de traduire les livres pour moi, comme je sais que tu fais des miracles, ça serait extra. On va essayer, mais je ne suis pas au courant s'ils sont traduits. S'ils ne sont pas traduits, on va lui poser la question, parce qu'il est vraiment très spirituel. Ouais. Et on va voir. Ouais. Oui, j'admire beaucoup Slobodan Despot et Bokan. Dragoslav Bokan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à toi à Paris. On est allés au musée d'Orsay ensemble.
C'est un puits de science. Il a expliqué tous les tableaux, tous les mouvements de peinture et tout. J'étais vraiment sous le charme. Et les gens venaient l'écouter. Oui, tu te souviens, il parlait en anglais. Tout à fait. Les gens venaient l'écouter et vraiment, il connaît tout sur tout. C'est extraordinaire. Et puis après, il m'a fait un cours particulier sur la franc-maçonnerie, donc c'était aussi très très intéressant. Et voilà, donc il y a des intellectuels vraiment en Serbie. Il y a de la matière grise. Hein, il y en a beaucoup qu'on va te présenter dans l'avenir. Hein. Oui. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup Bokan, Slobodan, Mirko Beljanski, Nikola Tesla. Enfin, je sais pas, Nikola il y en a Tesla, beaucoup. Tu as lu sur lui, oui. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, enfin, pour revenir au livre. Et les sportifs? Ah, Novak. Tu es allé manger dans son oui, restaurant. Oui, Novak Djokovic, j'admire énormément Novak Djokovic parce que c'est compliqué dans la position qu'il tient de numéro 1 mondial de prendre les positions qu'il face à toute cette situation. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce que c'est pas facile. Et tu as connu ses parents? Oui, j'ai connu ses parents. Diana et Srdjan. Ouais, on est et tu as discuté avec eux, ils t'ont montré tous les trophées qu'il a gagnés. Ouais. C'était intéressant. On va emmener tes enfants au restaurant. Je voudrais rajouter sur Novak Djokovic que j'admire beaucoup son chemin pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Étant ex-sportif de haut niveau, ce qu'il pratique, c'est-à-dire le jeûne, de temps en temps, évidemment pas tout le temps, une alimentation saine, la méthode Wim Hof pour le mental, pour pouvoir se concentrer. C'est quoi Wim Hof pour ceux qui savent pas? C'est Iceman qui, suite à une situation familiale dramatique, s'est rendu compte que se plonger dans de l'eau froide, voire glacée, permet à remettre le cerveau en place et à se concentrer, à être plus focus et à s'endurcir. Et Novak, j'ai commencé à le suivre sur Instagram, c'est intéressant. C'est très très intéressant et que Novak utilise cette technique, en parle, en fasse la promotion, je trouve vraiment que c'est très intéressant parce que ça explique aussi pourquoi il est aussi solide sur les cours. Et voilà, il nous apprend des choses parce qu'il a été chercher des ressources qui sont un peu inhabituelles. Donc franchement, j'admire beaucoup Novak. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une Parisienne qui vivait en plein centre, il y a plein de centres à Paris, mais un des meilleurs, c'est avenue de Wagram qui mène vers l'Arc de Triomphe, où est l'appartement de ta mère qui va être vendu. Je suis très triste parce que vraiment, je me souviens des poupées, elle en a plein, des poupées très chères. Et j'ai des photos, alors dis-moi ce que seront ces poupées, les poupées de ta mère, c'est quoi ? Les poupées de ma mère, c'était son hobby, c'était sa façon aussi d'investir pour les générations d'après. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec les poupées ? Je pense qu'on va vendre la collection et puis on va voir ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas. Mais pas du tout. Mais les tableaux t'intéressent. Il y en a plein. Oui, ça, les tableaux. Les tableaux m'intéressent, il y en a beaucoup. Qui sont très chers et très, très intéressants. Ils sont très anciens. Oui, mais qui sont relatifs à ma famille, à l'histoire de ma famille. Donc ça me plaît. Mais l'aspect matériel, argent, tout ça, j'aime pas trop. T'aimes pas trop? Non. Tu avais 16 ans ou 15 ans, tu disais que tu voulais pas avoir d'enfants. C'était tout à fait autre chose. Pourquoi avoir des enfants? Parce que comment va être ce monde un jour et tout ça, ce sont des réflexions des jeunes comme ça qui sont teenagers et tout. Mais tout a changé, tu as eu un après l'autre. Oui. J'étais étonnée. Et en plus, tu as été femme d'affaires dans le temps. C'était la première femme en Europe, je crois, business woman ou quelque chose comme ça. Et tu as arrêté de travailler parce que tu voulais t'occuper de tes enfants, ce qui est admirable. Ce qui ne se faisait pas tellement à l'époque, parce que libération de la femme, il faut travailler, etc. Mais d'un autre côté, j'ai une fortune personnelle qui me permet de ne pas travailler. Donc déjà, ça, c'est quand même quelque chose. Et puis moi, mes enfants, c'était plus important que de travailler. Et même si j'étais effectivement...
Mon boulot me plaisait beaucoup, c'était intéressant, c'était dans le milieu médical, mais j'ai fait ce que j'ai voulu d'une autre façon dans le milieu médical. Je me suis occupée de mes enfants et je suis disponible pour les gens que j'aime, donc voilà. Pour la fin, tu peux nous dire quelque chose en serbe? Certainement pas. Pas de piège, tu as dit, c'est ça? Pas de piège. Mais tu parles si bien et c'est si sympathique. Je vais te dire quelque chose. Oui. Volonté. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Moi aussi, je t'aime, Anne-Marie Mouzon. Et c'est vraiment une histoire d'une grande amitié qui dure un demi-siècle. Un demi-siècle. Et espérons que ça va durer très très longtemps. Et la prochaine fois quand je te reçois, la troisième fois, il n'y a jamais 203, ça va être avec une orthodoxe française, parisienne, peut-être avec Armand ensemble. Et je suis sûre qu'il est très content d'être ton koum. Ben, je suis ravie. Merci beaucoup Marina de m'avoir invitée. Et merci pour cette amitié de Pet Deset Godine. Ah voilà, le serbe. Voilà. Bonjour, je vous accueille ici chez moi à Paris parce que Marina était tellement émue le jour du baptême qu'elle a absolument oublié de faire la vidéo de ce que je ressentais après le baptême. Avec un tableau de Liuba et en présence de la statue de ma grand-mère. Et c'est une belle occasion de vous dire que Liuba avait changé tout mon salon pour que son tableau soit placé à la meilleure place et que c'est aussi un Serbe, Veca, notre koum, Marina et Dušan et moi, qui a fait toute l'architecture de ma maison. Donc tout ça pour vous dire que la Serbie est très présente chez moi ici à Paris et que ce baptême représentait beaucoup. Parce que c'est un grand honneur pour moi d'avoir été acceptée, d'avoir pu rentrer dans l'église orthodoxe serbe. La cérémonie a été magnifique. Le prêtre Justin a fait un sermon fantastique. Les chœurs étaient splendides. Arnaud Gouillon, c'était un immense honneur qu'il soit là. Et tous les gens présents ont été adorables. Que ce soit Bokan, Vlasta, le neveu de Veca, donc notre ami architecte, que ce soit le père Arsenier qui a pris soin de mon fils, tous les amis de Marina qui sont aussi un peu les miens, ainsi que sa famille et ma famille. Donc je suis très émue et heureuse d'être rentrée dans cette grande famille de l'orthodoxie serbe. Et je suis repartie à Paris avec une valise pleine de cadeaux. Les icônes, la rakia, voilà. C'est un grand honneur pour moi d'avoir tous ces objets qui me font penser à vous quotidiennement. Et merci beaucoup. Merci infiniment.